Bonjour, bienvenue. Une après-midi d'interview qui recommence donc en direct de Hacking Health Lyon 6e édition. Alors les équipes se sont restaurées, elles recommencent une après-midi sur les chapeaux de roue. Objectif, faire la solution, concevoir la solution pour se préparer pour demain. Mais avant ça, on va faire 3 interviews cet après-midi. Une avec Christelle Galvez qui est juste à côté de moi, je la présente après. Une avec bonjour Christelle. Bonjour. Une avec Guillaume Passot sur les Hospices Civils de Lyon sur Platine. Et une autre, la dernière, avec Marie-Christine Eudes, la directrice de l'innovation d'Apicil. Voilà. Mais on revient à Christelle. Rebonjour Christelle. Bonjour Gérald. La directrice des soins et des parcours du Centre Lyon-Bérard. Exactement. C'est bien ça ? Exactement. Voilà, on va parler un petit peu d'innovation, un peu parler de Avec hackathon, plaisir. voir un peu comment les équipes du CLB vivent les hackathons, parce que je crois que ça fait plusieurs éditions. On en a une cette année, donc on rappelle qu'on a une équipe aussi qui a pitché son projet. Voilà. Ouais. Mais avant, la traditionnelle question, le parcours, et puis un peu que fait une directrice de l'innovation et des parcours au Centre Lyon-Bérard. Je pense qu'elle est assez occupée. Ah ouais, c'est sûr. Merci en tout cas de m'avoir invité, Gérald. Merci de pouvoir vivre cet événement qui est très attendu en fait, surtout par moi, mais aussi par mes équipes derrière. Donc moi, je suis directrice des soins au Centre Lyon-Bérard depuis 9 ans. Avant ça, j'ai commencé ma carrière en tant que soignante, aide-soignante, puis infirmière. J'ai eu la chance d'évoluer dans un établissement privé à Paris et on m'a fait confiance. Et comme l'ambiance d'équipe était pratiquement ma priorité, pour pouvoir, étant donné qu'il y avait un lien très clair entre la bonne ambiance et la qualité de la prise en charge avec les patients, je me suis tout de suite rendu compte que ce qui m'animait vraiment, c'était nourrir cette bonne ambiance et que plus on était une équipe fédérée, plus ensemble, plus on prenait du plaisir à prendre soin des patients. Et les patients nous le rendaient bien. Donc il y avait un cercle vertueux là-dedans, mais en tant que soignante, je n'avais pas mis des concepts là-dessus, bien sûr. Une fois qu'on m'a fait confiance, qu'on m'a proposé de devenir manager, j'ai découvert un univers qu'on appelle parfois, dans le corps soignant, on appelle ça le côté obscur de la force. Mais ce côté obscur, pour moi, n'était pas du tout obscur, était vraiment un terrain de jeu extraordinaire où j'allais pouvoir découvrir l'humain, ce qui anime les soignants au quotidien. Donc j'ai travaillé dans les salles de réveil, au bloc opératoire. Et pour concrétiser, ou en tout cas consolider ma carrière, je suis retournée à l'école, j'ai fait une école de commerce à Toulouse. Sur 2 ans, j'ai fait un master spécialisé et de ce fait, dans le même établissement où j'ai grandi en tant qu'aide-soignante, infirmière et cadre, je suis devenue directrice des soins. Donc ça, c'était à Paris. Rapidement, je me suis quand même rendu compte que être directrice des soins, c'était aussi être directrice des problèmes. Et comme j'avais pas l'intention de gérer des problèmes toute ma vie, j'avais vraiment envie de comprendre mais pourquoi mon métier, alors que j'aimais ce métier, m'amenait très souvent à rencontrer la fatigue des professionnels qui m'avaient tutoré, mentorisé, qui m'avaient amené à devenir qui j'étais. Et donc j'ai voulu m'immerger et grâce à plusieurs projets entre vie pro et vie perso, j'ai pu découvrir aux États-Unis, au sein de l'université de Stanford, un centre d'entraînement et de simulation au travail en équipe. Puis à Berkeley et à l'université de San Francisco, on m'a parlé de la recherche en soins, la recherche aussi l'innovation dans les soins, ce qui m'a vraiment, il y a 10 ans, même 15 ans bientôt, bouleversée parce que j'ai compris qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas investi, c'était le facteur humain. Et donc le facteur humain, le travail en équipe. Et donc là, ma carrière a pris un virage. J'ai pu investir aussi l'armée d'air, investir l'Institut biomédical des armées. Pendant 6 mois, je me suis formée au sein de leur équipe et j'ai monté donc ma première entreprise d'entraînement au travail en équipe. Puis avec des caméras embarquées sur les patients pour voir ce que le patient voyait, parce que ce qui était intéressant, c'est que parfois on a l'impression d'être une équipe et je sentais bien que promouvoir le travail en équipe, c'était la formation au travail en équipe, c'était le cadet des soucis forcément des directeurs d'établissement, parce que on a déjà tellement de choses à former nos équipes, mais en voyant par la caméra, par la vidéo, ce que voyait le patient, force est de constater que très souvent on avait des acteurs de santé les uns à côté des autres, mais qui ne se connaissaient pas, qui ne travaillaient pas ensemble. Donc voilà,
de toutes ces expériences, j'ai découvert en moi un capital de chercheuse dans le parcours de soins, chercheuse dans l'innovation, de ce qui pouvait être donné du sens. Et donc, j'ai investi le Centre Léon Bérard depuis 9 ans et j'ai pu mettre en œuvre voilà, toutes ces idées, toutes ces théories que j'avais engrangées et que j'ai pu mettre en œuvre. Merci. C'est combien de soignants, le Centre Léon Bérard ? À peu près 900. Entre des personnes qui sont très importantes qui assurent le ménage, parce que c'est des personnes qui sont nos yeux aussi dans les chambres, un peu partout, et qui assurent vraiment la qualité de la propreté de notre établissement, aux kinés, aux infirmières, aux manipulateurs radio, aux assistantes sociales. Vraiment, ça fait à peu près 900 personnes. Très bien, merci pour cette description. Le parcours est important parce que du coup, on n'arrive pas là par hasard à diriger les soins et je dirais s'impliquer aussi sur des nouveaux sujets. C'est un peu l'objet de notre échange aussi, c'est parler un peu d'innovation en santé et en particulier au Centre Léon Bérard. C'est appréhendé comment l'innovation au Centre Léon Bérard ? Alors, on voit beaucoup de publications et vous êtes hyper actif, enfin au moins très actif sur un certain nombre de sujets. Ouais. J'imagine que derrière le mot innovation, il y a beaucoup de choses. C'est surtout beaucoup d'écoute. Les patients nous challenge. En fait, les prises en charge contre le cancer évoluent très très vite. Donc, il faut qu'on soit aussi capable, comme il y a de l'innovation thérapeutique. Forcément, on est dans un microcosme qui se mélange la recherche, l'enseignement et le soin. Et donc, le fait qu'on soit dans cet univers de recherche clinique, de thérapie innovante, de questionnement et de médecins et de vraiment une équipe de chercheurs. Ils sont à peu près plus de 500 chercheurs au sein de cette institution. Et cette culture de la recherche permet de donner envie de s'impliquer à leur côté, de se dire, OK, il y a des thérapies, mais qu'est-ce qu'il vous faut pour que ces nouvelles thérapies puissent être comprises par les patients, puissent être adaptées par les soignants pour aussi adapter notre discours, notre accueil, aussi notre traitement, aussi préparer le traitement correctement. Et puis, comment faire pour qu'ensemble, on puisse partager une conscience de la situation, étant donné que ça monte les nouvelles techniques aussi. Il n'y a pas que la thérapie, mais des nouvelles technologies. L'intégration de l'intelligence artificielle nous laisse un peu encore pantois à se dire « Ah oui, il y a de l'intelligence artificielle qui va arriver en cancérologie, mais comment on l'intègre dans nos soins, comment aussi humainement on peut intégrer aussi toutes ces nouvelles façons de travailler et comment aussi, malheureusement, la crise sanitaire nous a amené aussi à pousser notre réflexion sur comment faire mieux ensemble. » Donc, si je synthétise dans les concepts d'innovation, en tout cas, il y a l'innovation technologique qui est poussée essentiellement par la recherche et les thérapeutiques de type dispositifs médicaux, la data qui arrive aujourd'hui comme quelque chose de fondamental. Et donc, là, ce que tu nous expliques, c'est plus une innovation plus organisationnelle au final. Et puis, le lien au final qui s'établit entre l'organisation et l'évolution des technologies. Oui, parce qu'en fait, si on se rencontre entre les chercheurs, les soignants, très rapidement, on va se rendre compte qu'il ne suffit pas d'innover dans les thérapies, il faut aussi innover organisationnellement et aussi dans notre capacité à faire équipe et à s'approprier aussi rapidement que possible les nouvelles propositions qui sont faites aux patients. Parce que le patient, il n'attend pas nos innovations, lui, il attend plutôt la thérapie au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Donc, il faut s'approprier correctement le discours aussi et la compréhension de pourquoi on fait les choses pour pouvoir aussi l'expliquer avec pédagogie et laisser le patient la possibilité de nous questionner sans avoir peur de ne pas savoir. Donc il faut être prêt de manière très pratico-pratique, de dire oui, ce nouveau traitement, est-ce qu'il passe par la pharmacie, comment est-ce qu'il peut être préparé, est-ce que c'est l'infirmière qui le prépare ou le préparateur en pharmacie, puis est-ce qu'il peut être délivré qu'à l'hôpital, est-ce qu'il peut être délivré en domicile. À chaque fois, effectivement, la nouvelle thérapie vient nous challenger sur nos organisations parce qu'elle peut être administrée ou en tout cas préparée et puis expliquer aux patients de différentes manières. Donc on va prendre un exemple, mais moi ce qui m'avait aussi intéressé quand je fais quelques visites au Centre Léon Bérard, c'est aussi
c'est revenu aussi dans nos échanges de ce matin, la place du patient dans la prise en charge, parce qu'au final, il faut être convaincu de son traitement. Enfin, en tout cas, il faut aussi faire que ça soit le plus accepté possible. Et voilà, il y a cette notion aujourd'hui qui arrive, qu'on voit d'ailleurs dans les projets des hackathons, où c'est les patients qui portent même des projets. Et si tu peux nous donner 2-3 petits exemples comme ça, qui sont... alors là, on parle peut-être pas d'innovation organisationnelle, technologique, mais je dirais qu'on est dans une approche qui est, on va dire, tournée vers le patient. Exactement. C'est intéressant ce que tu dis, Gérald. En fait, je me suis rendu compte en 9 ans de présence au Centre Léon Bérard qu'au début, on disait on va tourner nos organisations autour du patient. Et aujourd'hui, je crois que nos organisations sont avec le patient. Et le patient est devenu un acteur de santé, pratiquement. Il s'approprie, il veut savoir, il veut comprendre, et il a raison, et il nous pousse dans sa compréhension, et il va nous dire, mais moi j'ai envie de ça. Avec vraiment une intégration au sein de l'équipe dans comment est-ce que où est-ce que je veux mon traitement, à quel moment je me sens capable aussi de faire cette intervention ou pas, et respecter son tempo. On a beaucoup organisé les soins autour de nos organisations, nos contraintes, l'heure d'ouverture des services, l'heure des consultations. Puis en fait, on se rend compte au fur et à mesure que le patient arrive et il veut aussi nous faire part de ses contraintes, faire part de ses envies, et il a raison. De ce fait, à nous d'être capables d'entendre, de se remettre en question, de dire mais en fait, pour qui on se lève le matin ? On se lève sûrement, et sûrement, et encore plus, en tout cas tous les jours en ce moment, on le voit encore plus, c'est qu'on se lève pour eux, pour les patients. Donc c'est vraiment eux qui sont ceux qui nous disent ce pourquoi on fait le job. Donc oui, effectivement, les patients en fait font partie de notre équipe. Et maintenant, d'ailleurs, on est en train d'organiser le fait qu'ils intègrent aussi nos équipes dans la formation, dans la recherche, pour qu'ils puissent être formateurs, enseignants, et faire des retours à nos équipes sur aussi ce qu'ils attendent, et nos médecins sur comment ils veulent vivre leur traitement et même leur vie malgré la maladie. Alors, on va revenir aux patients, mais on va aussi revenir à la problématique de l'innovation. Donc, ce matin, on a eu Laurent Peyser qui était là pour nous expliquer, je dirais, l'intention qu'il y avait derrière le fameux mot-clé article 51. Ouais. Donc, il nous a bien expliqué, en nous donnant des exemples. Alors, il nous en a donné plein. Alors, il y en a sur certains, je pense que le Centre Léon Bérard est très actif, mais bon, il est important peut-être de montrer aussi en quoi ce dispositif peut soutenir un peu tout ce que tu nous as expliqué, c'est-à-dire cette capacité de déployer une nouvelle thérapeutique, mais qui dit nouvelle thérapeutique dit sans doute nouvelle organisation, des nouvelles prises en charge, etc. Alors je sais que vous êtes impliqué dans plusieurs dispositifs de type article 51. Est-ce que tu peux prendre un exemple ? Alors, ce matin, on a eu le point de vue de l'ARS, donc ça m'intéresse d'avoir aussi le point de vue de l'établissement, puisque au final, c'est les établissements qui portent, sauf erreur, les établissements ou des fédérations, un certain nombre d'acteurs de santé. Enfin, il faut être acteur de la santé. Voilà, c'est ce que tu peux nous en dire plus, peut-être en prenant un exemple pour que tout le monde bien comprenne bien. En fait, il faut que je vous raconte une histoire pour qu'on puisse bien comprendre comment tout ça s'est passé. Parce qu'un exemple de la vie de tous les jours, c'est depuis quelques années, j'entendais parler de l'immunothérapie par nos médecins comme nouvelle thérapie. Mais j'avoue, sans trop me pencher dessus, un traitement qui se faisait en hôpital de jour, simple apparemment, mais qui venait quand même challenger nos médecins, mais je ne savais pas trop pourquoi. En tout cas, ils étaient très attirés par cette nouvelle thérapie et avaient un élan clair sur cette nouvelle manière de traiter le cancer. Puis un midi, tout simplement en mangeant au self avec un des médecins, comme quoi il faut aller manger au self.
ce qu'ont fait les participants au Hacking Health ce midi. D'ailleurs, c'est un endroit... J'espère que ça a été très créatif pour eux. Écoute, moi en tout cas, ça a été très créatif. J'ai rencontré, et puis on peut manger avec des personnes qui sont présents. Et à ce moment-là, un des médecins paraissait vraiment... touché par une situation de prise en charge où il était en difficulté sur un patient qui avait un traitement justement d'immunothérapie et qui n'avait pour qui on n'avait pas détecté les effets secondaires suffisamment tôt et malgré l'efficacité du traitement, ce patient est décédé du fait de son traitement, des effets secondaires de son traitement. Donc c'était compliqué. Et puis en discutant avec lui, je comprends qu'il y a une solitude médicale, la solitude des médecins face au suivi de ces patients. Et en m'expliquant qu'il se sentait très seul et que malgré le fait que ces patients viennent nous voir régulièrement, on n'avait pas conscience en fait des effets secondaires suffisamment différents de l'immunothérapie et que ces effets secondaires, il fallait qu'on soit bien au clair pour pouvoir les détecter le plus tôt possible. Et donc à partir de ce moment-là, on a échangé en disant mais est-ce qu'on pourrait pas former plus les gens? Et puis pour finir, ce traitement, il est en hôpital de jour. Et pourquoi est-ce qu'il est en hôpital de jour s'il est assez simple? Est-ce qu'on pourrait questionner les patients pour savoir où est-ce qu'ils veulent le faire? Pour finir, si c'est pas si compliqué que ça. Et en plus, c'est pas un produit qui a une toxicité immédiate dans le sang, donc le risque est moindre, immédiat. Donc plusieurs questions se sont posées. Puis de manière parallèle, arrive cette proposition de déposer des articles 51 sur des modes dérogatoires de la santé, de l'innovation organisationnelle sur les parcours. Et effectivement, à force d'échanger avec d'abord moi et ce médecin, puis moi et une collègue qui a une capacité de rédaction, parce qu'il faut avoir une sacrée capacité de rédaction pour pouvoir écrire au moins une 38 lettres d'intention et de cahier des charges. Laurent Peyzer nous en a pas parlé, ça. Ah oui, mais c'est d'ailleurs des interactions avec l'ARS pour pouvoir se dire, est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? Est-ce que c'est un sujet qui pourrait intéresser le projet d'article 51? Et donc, on a commencé à décrire et on s'est posé la question plusieurs fois, est-ce que ça pourrait... Et dans ce contexte-là, on a imaginé le suivi d'un patient sous immunothérapie, d'abord en hôpital de jour pour sécuriser la prise en charge, le traitement, la mise en route du traitement, mais en l'associant à de l'éducation thérapeutique et avant tout à de la formation des professionnels qui prennent en charge ce patient, aussi bien à l'hôpital qu'à domicile. Et de ce fait, pourquoi pas, on est allé pousser plus loin, pourquoi pas l'infirmière libérale qui, pour finir, pourrait faire l'éducation thérapeutique. Et puis, pourquoi pas, au bout de 6 mois, proposer aux patients de faire ce traitement à la maison. Donc, une fois qu'on a écrit ce projet qui paraissait acceptable, ou en tout cas parfois un peu fou pour certains, insécure pour d'autres, j'ai demandé l'aide du HiCare Lyon pour nous aider à avoir un œil extérieur pour se dire il y a beaucoup d'acteurs qu'il va falloir mettre autour de la table. Il y a le réseau de cancérologie, il y a les systèmes d'info Auvergne-Rhône-Alpes qu'il va falloir mettre autour de la table, il y a les URPS, les médecins traitants, les URPS, infirmiers libéraux. C'est beaucoup d'interactions avec aussi l'ARS, la CPAM, la TIH pour les molécules onéreuses, puis le centre Léon Bérard, pour pouvoir arriver à avoir un projet qui tient la route et qui est partagé par l'ensemble des acteurs et qui va être porté in fine aussi bien par le centre Léon Bérard que par les URPS, supporté par le réseau et Sarah en Auvergne-Rhône-Alpes. Il a fallu vraiment de la poigne de la part d'HiCare Lab pour nous aider à suivre le tempo parce qu'on était en pleine crise sanitaire de plus. Et donc, on a lancé ce projet qui a été reçu, accepté, mais qu'il a fallu les premiers 6 mois étaient entre décembre 2019 et 1er juin 2022. Alors 2020. Alors vous imaginez bien qu'on était à la tête sous l'eau. Et heureusement que vous avez été à nos côtés pour nous dire allez, on continue et on avance. Et on a pu mettre en place les premières inclusions au 1er juin 2020, malgré tout. Et aujourd'hui, on est content. On arrive bientôt, incessamment sous peu, au 100e patient inclus dans l'essai. Voilà, donc du réel, c'est-à-dire que le projet a été pensé, il a été lancé, et donc vous avez une file active de patients, comme on dit, qui bénéficient du coup de ces évolutions organisationnelles, de ce suivi, de l'éducation thérapeutique en proximité. Les infirmières libérales sont impliquées parce qu'elles ont, dès le début de la mise en place de la thérapie, un rôle à jouer dans l'éducation thérapeutique des patients. Elles vont pouvoir l'accompagner à domicile et
et donner cette connaissance, transférer la connaissance de l'hôpital d'abord aux libéraux, puis des libéraux aux patients. Et dans cet univers où on rend tout le monde autonome, mais avec une sensation de sécurité que tout le monde est là et capable de réagir, il y a quand même une sensation de sécurité et des capacités d'innover dans un cadre sécuritaire. Ce qui était intéressant, et c'est l'autre partie que je n'ai pas abordée, c'était aussi l'innovation financière, enfin de la rémunération au parcours. Ce qu'on voulait, c'était aussi montrer qu'on n'était pas que dans une dynamique d'innovation organisationnelle, mais qu'on pouvait aussi repenser et se permettre de penser autrement en essayant de penser les parcours et penser des séquences de parcours et un financement où on allait valoriser des temps de coordination, des temps où les gens se parlent et les équipes se parlent. Et ce qui n'est pas dans la T2A aujourd'hui, et ce qu'on voulait montrer, c'est qu'il y a vraiment du temps de parcours et qui est du temps organisationnel mais de coordination et que l'économie faite par les transports sanitaires qui ne seront pas effectués pendant les temps où les patients vont rester à la maison, cet argent au lieu tout simplement de l'économiser, même si c'est important d'économiser effectivement de l'argent pour pouvoir faire encore plus de soins ou en tout cas de la bonne santé, on a pu redonner cet argent à du temps de coordination et puis valoriser que les patients ils se sentent en sécurité quand ils sentent les équipes coordonnées. Donc on a hâte de voir les résultats aussi de l'expérimentation et de ressenti aussi bien des acteurs que des patients. Merci pour ce partage. Il faut dire aussi que les articles 51, c'est très suivi donc par l'assurance maladie. Oui. C'est vraiment un travail pour viser la réplicabilité, parce que c'est vrai que l'expérience qui est aussi celle du Centre Léon Bérard et de tous ses partenaires qui sont engagés aujourd'hui, c'est pas juste, je dirais, territorial Auvergne-Rhône-Alpes. Le but, c'est bien sûr passer entre guillemets dans le droit commun. Exactement. Ou de forfaitiser peut-être cette prise en charge. Voilà, donc c'est vraiment très très suivi et qui permet en fait parce qu'on fait de passer de l'expérimentation à la norme. Il y a quelques années, il y avait des gens qui nous disaient que on était les rois de l'étude pilote. Ouais, et au final, il n'y avait pas beaucoup de pilotes dans l'avion et globalement, c'est le problème de la réplication. De la capacité à transformer ces expérimentations. Après, aujourd'hui, je pense que l'expérimentation fait déjà des fruits et des petits, et beaucoup d'établissements l'ont déjà mis en œuvre. Ont déjà mis en œuvre Grenoble, Bourg-en-Bresse, enfin beaucoup d'établissements, et bien au-delà de la région, ont mis en place l'immunothérapie à domicile et le suivi des patients. On pense qu'il faut continuer l'innovation par l'éducation thérapeutique, plus d'éducation thérapeutique à domicile. Et ça, c'est encore un travail à faire. On se rapproche du coup de la fin, mais on se rapproche aussi de la confrontation positive du hackathon avec les équipes du Centre Léon Bérard. Donc, comme je le disais un petit peu en introduction, il y a bientôt 3-4 ans, alors je ne sais plus parce que là on a fait la rétrospective hier soir pour le lancement des 5 années du hackathon. Ah d'accord. Donc on a fait une belle présentation, on va te l'envoyer. Mais on a mis en avant Trait d'Union, qui est un des projets, des premiers projets. Donc parce que c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, dès qu'on a parlé hackathon à Christelle il y a bientôt 4-5 ans, a démarré comme une fusée en nous disant oui, moi j'ai plein de sujets à vous proposer. Etc. On va chercher des pizzas, on va trouver plein de sujets et on va lancer toutes les équipes sur les rails du hackathon. Au final, on en a eu plusieurs, mais on a eu aussi Trait d'Union, donc qui est un des projets. Et je vais laisser le présenter. Eh bien, avec plaisir. C'est un très bon souvenir. Je pense qu'on en parle encore très souvent au Centre Léon Bérard parce que effectivement, j'ai une capacité à vouloir propulser les idées comme ça. Merci Gérald de le rappeler. Mais effectivement, à partir du moment où tu as parlé de ce projet d'avoir un tiers-lieu, on pouvait arriver avec nos problématiques et dire et pourquoi pas faire ensemble et rencontrer d'autres acteurs. Je me suis dit mais quelle chance on peut avoir dans notre région de pouvoir faire ça. Donc il ne faut pas trop chercher loin pour chercher les problèmes que l'on rencontre tous les jours à l'hôpital. Donc entre autres, un des sujets qui me tenait à cœur, c'était comment rencontrer l'autre. Et c'est toujours un sujet qui me tient à cœur, c'est comment rencontrer l'autre. Et en l'occurrence, l'autre, là, avec un grand A, c'est celui qui ne nous comprend pas. Celui qui n'a pas forcément la même langue que nous, mais celui aussi qui n'a pas la même culture, les mêmes croyances. Et donc, depuis un bout de temps, on avait créé un copil d'ambassadeurs, de personnes, où on s'était formé à l'interculturalité. En tout cas, on s'était sensibilisé à l'interculturalité. Et donc, cette équipe qui faisait de son mieux
partageaient la conscience, formaient des professionnels. Et lorsque je leur ai parlé de l'hackathon, c'était ah, mais pourquoi faire, comment on va faire? Et puis pour finir, je suis mais on ne sait pas, on verra. Vous y allez avec votre problématique, vous dites bah, vous aimeriez trouver une solution qui permet de rencontrer mieux l'autre avec ses cultures, sa croyance, que vous avez des moyens. Des fois, il y a des moyens qui peuvent exister et peut-être qu'il n'y en a pas. S'il n'y en existe pas, pourquoi pas en inventer? Et se rendre compte qu'on est capable d'inventer ensemble et d'imaginer, ça décuple la puissance de l'équipe. Et là, j'ai vu une équipe qui s'est soudée, qui a cherché des solutions, qui a découvert d'autres métiers. Et donc, ensemble, ils ont imaginé une tablette qui permettait, avec une application, qui permettait avec tous les soignants qui se sont réunis pendant peut-être 6 mois, 1 an, régulièrement, pour réfléchir sur tous les sujets. Ça allait du menu, parce qu'effectivement, nous, on sert des repas assez français, avec coq au vin et compagnie. Et donc, forcément, aller expliquer coq au vin à quelqu'un qui ne parle pas français. Donc, il fallait bien qu'on ait des outils aussi pour présenter le genre de menu qu'on avait. Ça va être des choses assez simples comme ça. Aussi comme prise de l'attention ou mettre en isolement quelqu'un. Le terme isolement peut aussi paraître un peu comme de la prison pour des personnes qui ont d'autres cultures que nous. Et donc nous, on devait expliquer que voulait dire l'isolement pour des règles d'hygiène et d'infection. Donc ces équipes ont travaillé une tablette. Ici, elles ont fait un prototype très simple, en carton, je crois, avec qui commence souvent en carton. Exactement. Et je l'ai encore dans mon bureau et je suis très fière d'avoir encore mon carton trait d'union dans mon bureau et de voir aujourd'hui ce que c'est. Et ça a remporté vraiment pas mal de prix. Ça a encore fait fureur. Là, on a rencontré l'Armée du Salut qui est venue dans nos murs. On fait des journées encore interculturalité et cet outil. C'est juste un outil, mais c'est un outil qui permet de rassembler, qui permet d'imaginer ensemble. Donc ça a décuplé et ça a permis d'être un socle pour quand on a parlé de ce prochain hackathon. J'ai dit, mais regardez l'équipe, allez partager ce que vous avez vécu, parce que ça va au-delà de juste l'outil qui a été créé. C'est aussi la créativité, libérer cet espace de notre cerveau, faire autre chose que de soigner. Voilà, c'est exactement ça. Enfin, hier soir, on n'a pas fait toute la présentation des 5 ans, mais en tout cas, on a mis en valeur en fait l'apport du hackathon sur une dimension technologique. Alors bien sûr, il y a des gens qui créent des solutions technologiques, sociales, systémiques et économiques en fait. Et c'est vrai que bon, c'est un travail de fourmi qu'on fait pour aller comprendre, récupérer des informations, etc. Parce qu'au final, il y a une forme aussi d'acculturation des soignants à l'innovation. Ouais. Et ça, c'est pas facile à mesurer. On est dans le monde de la quantification et dans la mesure, nos sociétés. Et c'est vrai que globalement, on a un petit peu de mal à montrer aux gens qui nous soutiennent l'apport. Par contre, on lui dit toujours, faites-le, parce que ça nous fait du bien et ça sert à quelque chose. Ah oui. C'est quand on dit qu'on va pas le faire, parce que c'est une grosse énergie. Et je fais ici, et je remercie les partenaires qui nous permettent de le faire. Mais on nous dit, mais il va nous manquer quelque chose dans l'écosystème, parce que au final, vous apportez d'une certaine façon quelque chose un peu, on va dire d'immatériel, mais en tout cas qui permet de réunir à un moment donné et transmettre les choses. Alors juste pour finir, cette année, du coup, le Centre Lombert est revenu sur quel sujet ? Ah là là, c'est un nouveau sujet. Ça fait quelque temps que je pense qu'il faut intégrer les patients dans nos temps de transmission. Et ça fait peut-être 3 ans que je suis allée à Genève et j'ai vu qu'ils mettaient en place un projet qui est travaillé autour de la relève au lit du patient. Et dessus est arrivé le Covid, mais nos équipes ont testé. Et quand elles ont testé, on a entendu les patients qui nous disaient « mais c'est génial, enfin je peux parler avec vous, on peut se faire le relais, je sais de quoi vous parlez, je sais qui vous êtes aide-soignante, infirmière ». Le patient était ravi et nos soignants nous ont dit « ah non mais alors là, vous oubliez ». Madame Galvez. Donc ils m'ont calmée et je comprends parce que je pense que j'ai touché du doigt une routine, parce que ça faisait, en plus j'arrêtais pas de dire qu'on était comme les taxis, on n'avait pas bougé d'un poil notre manière de faire depuis 20 ans, depuis que je suis bébé et soignante. La relève, elle se passe autour d'un café, assis dans la salle de relève, avec plein de feuilles, de papier, c'est un brouhaha pas possible, on se passe de l'information et à chaque fois je me dis mais comment on peut être sûr qu'on a passé de la bonne information, et en plus comment le patient il sait qu'on est au clair avec ça. Donc, les soignants, j'ai senti que j'avais touché à un rite et qu'il fallait qu'ils puissent le débriefer, qu'ils puissent me dire mais c'est pas possible. Et j'étais prête à battre en retraite. Et quand est arrivé le hackathon, et je me suis dit mais pourquoi on n'en parlerait pas là-bas ?
Alors, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qui va en sortir, mais ce qu'une chose est sûre, c'est qu'ils vont prendre du temps ensemble et qu'ils vont construire ensemble. Et rien que le fait de prendre du temps ensemble, construire ensemble, imaginer ensemble, je pense que mes équipes vont déjà aller beaucoup mieux. Et je pense qu'en ce moment, il est temps de leur donner du temps. Bon, je te rassure, ils ont pris du carton, ils ont pris des feutres, etc. Donc, je pense que tu auras un deuxième prototype très rapidement dans ton bureau. Voilà, merci super, en tout cas de nous avoir partagé d'une part cette envie, cette capacité à transformer. C'est important de trouver aussi pour nous qui sommes organisateurs des interlocuteurs dans le monde de la santé qui comprennent aussi un petit peu ce discours, les relayer aussi auprès des équipes soignantes parce que voilà, ils sont tellement la tête dans le guidon qu'ils ne pensent pas obligatoirement que leur connaissances, leurs expertises, leurs petits problèmes de tous les jours, ça peut constituer des vrais débuts de solutions, enfin en tout cas de savoir les exposer et de les transformer en solutions potentiellement, même si je sais que globalement les infirmières en règle générale ou les infirmiers sont les rois du bricolage pour adapter des pinces, voilà, pour pouvoir trouver des solutions. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a aujourd'hui des tiers-lieux d'une certaine façon qui s'installent à l'intérieur et je rappellerai d'ailleurs, pour ceux qui ne seraient pas au courant, qu'il y a un appel à projet qui vient d'être lancé par le ministère de la Santé pour imaginer des tiers-lieux d'innovation en santé sur le territoire. J'espère que le Centre Léon Bérard va se mobiliser là-dessus. Pas de souci. Voilà. Encore un appel à projet qui va être rempli. Parfait. Merci. Bon après-midi. Merci, bon courage à vous. Merci. On enchaîne donc avec les interviews. Merci. Voilà, nous avons un public caché, ce n'est pas des faux applaudissements, on vous rassure, ça se passe bien en vrai, réel et en live. On fait une micro-pause et on continue donc avec l'interview de Guillaume Passot, donc, qui est professeur aux Hospices civils de Lyon et porteur donc d'une initiative qui s'appelle Platine, qui est une plateforme d'innovation en santé au sein d'un établissement sur des questions qu'on vient un peu d'aborder, qui sont le parcours et la dimension numérique du parcours à travers des nouvelles organisations, des nouveaux outils. Voilà. Et puis en plus, on se retrouve après cette interview avec Marie-Christine Eudes, directrice de l'innovation d'Apicil, pour conclure cette séquence d'interview. À tout de suite. À tout de suite.
Rebonjour, deuxième intervention, deuxième interview l'après-midi, pardon, je faiblis un petit peu, donc c'est Guillaume Passot, professeur Passot, donc des HCL. Je suis vraiment fatigué, donc on va passer cette interview. C'est une interview enregistrée parce que Guillaume Passot est en mission aux États-Unis. Le décalage du hackathon a fait que il ne pouvait pas se joindre à nous. Donc, vous allez prendre connaissance de ces développements qui sont faits à travers donc la direction de l'innovation des Hospices civils de Lyon et surtout à travers son projet qui s'appelle Platine. Voilà. Guillaume, c'est à vous. Donc on se retrouve cet après-midi pour la deuxième interview donc, de cette série du Hacking Health Lyon 6e édition à la faculté de médecine Lyon Sud. On a la chance de recevoir cet après-midi Guillaume Passot. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume va nous parler en fait d'une initiative qu'ont pris les Hospices civils de Lyon qui s'appelle Platine. Alors avant de déflorer le sujet, on va dans un premier temps se connaître un petit peu. Donc professeur Guillaume Passot, qu'est-ce que vous faites du coup aux Hospices civils de Lyon ? Donc aux Hospices civils de Lyon, j'y travaille depuis un petit moment et actuellement je suis entre autres responsable de Platine, dont on parlera un petit peu plus tard. Je suis chirurgien viscéral aux hospices et plus particulièrement à Lyon Sud, ce qui aura un petit peu plus d'importance dans la description de Platine. Et je suis professeur à l'université Lyon 1. Et donc vous enseignez du coup à Lyon Sud ou en général sur l'université ? On enseigne à Lyon Sud en pratique le plus souvent, mais à l'université, en dehors de l'université, on a un panel d'activités qui est assez large quand on est professeur de médecine, ce qui nous permet aussi de nous intéresser à d'autres problématiques comme l'innovation. Et c'est une des raisons qui m'ont poussé à travailler pour Platine et à développer Platine. Une question entre guillemets un petit peu plus personnelle. Quand est-ce qu'on décide de devenir chirurgien ? Quand est-ce qu'on décide de devenir chirurgien ? C'est effectivement très personnel. Quand on a la possibilité de le faire. On décide de travailler pour être chirurgien. Et puis la vie fait qu'on peut arriver à être chirurgien. Donc c'est une conjoncture de plein de choses qui fait qu'on devient chirurgien. C'est pas juste une volonté personnelle. Donc on va revenir maintenant un petit peu plus sur le cœur du sujet donc de la plateforme Platine, donc plateforme d'innovation. Mais peut-être avant d'en parler concrètement à travers des projets ou son offre de service, peut-être expliquer aux gens qui nous regardent peut-être le contexte en fait. Pourquoi lancer une plateforme d'innovation ? On parle beaucoup d'innovation dans le monde industriel, de plus en plus dans le monde de la santé. Je rappellerai à ce moment-là que la direction des Hospices civils de Lyon a décidé de lancer aussi une direction de l'innovation qui est dirigée par Armel Dion. Et donc, vous pourriez nous décrire un petit peu ce contexte en fait. Pourquoi Platine au final ? Pourquoi Platine ? Pour deux raisons principales. La première, c'est ce que vous disiez, c'est l'importance que l'innovation a pour les hospices et aux Hospices civils de Lyon, ce qui se manifeste par le développement de cette direction de l'innovation et ce qui se manifeste par le soutien de plusieurs projets, dont Platine. Si on n'avait pas le soutien des hospices et la possibilité de travailler aux hospices, ce qui offre pour nous un panel immense de possibilités, il n'y aurait probablement pas cette plateforme d'innovation. L'autre chose qui fait que Platine est née, c'est l'importance de Lyon Sud, c'est les modifications à venir de l'hôpital Lyon Sud, avec une modification du schéma immobilier de Lyon Sud, avec le développement de nouveaux blocs opératoires, des réflexions autour de ça. Et cette réflexion autour de l'activité clinique a entraîné un développement aussi autour d'une réflexion autour du développement de l'activité de recherche et d'innovation, et ce qui a permis d'adosser la clinique à l'innovation et la recherche, et ce qui dans un futur proche aura un impact majeur notamment pour Platine, avec le développement d'un nouveau bâtiment qui va être dédié entre autres à la recherche et qui va permettre de mettre à disposition de Platine des locaux pour la mise en situation des professionnels et des gens qui viendraient travailler avec nous, des locaux qui pourraient servir également à la formation et des locaux qui seront en lien étroit avec la recherche à Lyon Sud pour pouvoir avoir une proximité de développement et de travail. Donc c'est parce que les hospices ont la volonté d'innover qu'à Lyon Sud il y a une possibilité de locaux et de développement en collaboration avec l'université, en collaboration avec l'hôpital, avec une mise en situation in vivo des professionnels, qu'on a pensé à développer cette plateforme.
D'accord, donc maintenant on va rentrer un petit peu plus dans qu'est-ce que c'est que Platine, parce que le mot déjà est intéressant, mais il faut aller plus loin que le mot. Et pourquoi Platine, on vient d'y répondre. Quels sont ses objectifs et puis peut-être du coup nous donner un peu ce qu'il y a derrière cet acronyme et nous expliquer, parce que c'est vrai que quand on est à l'extérieur, quand on n'est pas dans l'hôpital, on a quelquefois un peu du mal à comprendre ce qui se passe au sein des services, etc. Donc Platine, quels sont ses objectifs, qu'est-ce que ça veut dire, et on viendra après sur les questions de comment on interagit avec Platine, mais dans un premier temps, on va essayer de voir un petit peu ensemble quels sont ses objectifs. Du coup, Platine, on nous a proposé on nous a demandé de proposer des projets pour justement ces nouveaux schémas, ces nouvelles réflexions de la recherche et de la clinique à Lyon Sud. Et dans cette réflexion, on a proposé Platine. On a proposé Platine pour la principale raison, une des principales raisons, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'outils d'innovation qui inondent le marché et qui inondent le marché de la santé. Quand on est médecin, infirmier ou professionnel de santé, on a de plus en plus de sollicitations, un panel de produits qui devient exponentiel. Et finalement, on ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas lequel utiliser. Il y a des impacts parfois économiques qui sont non négligeables. Et une des volontés de Platine, c'est justement d'évaluer tous ces outils. Et donc on a développé cette plateforme pour proposer d'évaluer ces outils et proposer aux professionnels de l'innovation qui auraient des capacités de développer en santé la possibilité justement de jouer entre guillemets avec les hospices civils de Lyon et d'avoir à disposition, pour un professionnel du numérique par exemple, l'ensemble des compétences des hospices qui sont immenses en santé, qui sont peut-être un peu plus limitées dans certains aspects du numérique. Et du coup, l'idée c'était d'associer les compétences de l'innovation d'autres aux compétences de l'hôpital pour évaluer les outils, les développer au mieux et pouvoir les proposer et les utiliser au mieux. Alors je crois avec quand même une dimension numérique, enfin, c'est un peu le fil rouge un petit peu aussi des outils, on va y venir après avec des exemples, mais c'est aussi les objectifs, c'est d'imaginer un petit peu la transformation. On en reparlera avec le hackathon, mais c'est faciliter cette transformation aussi des pratiques, de l'hôpital. Il y a deux fils rouges, vous avez raison. Le premier, c'est l'évaluation. Et le deuxième, c'est que pour que nous, on puisse travailler l'outil et travailler sur l'outil, il faut que ce soit un outil numérique. On ne peut pas avoir un panel de compétences infinies. Et donc, on s'est focalisé sur ça parce que le développement actuel est important, parce qu'il y a également une demande des industriels et des développeurs d'avoir accès à l'hôpital. Et donc, on s'est focalisé sur cet aspect-là. Pour l'instant, peut-être la plateforme se transformera dans les années à venir, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on veut développer comme expertise et ce qu'on développe comme expertise, c'est effectivement le numérique. Le numérique en santé, et c'est du coup assez large, c'est-à-dire que ce sont tous les outils qui permettent soit d'améliorer la qualité des soins pour les patients, soit de diminuer la pénibilité du travail et d'augmenter l'efficacité et l'efficience des soins pour les soignants, qu'ils soient médecins mais également infirmiers et tout le panel soignant, jusqu'éventuellement au métier un peu plus d'organisation. C'est aussi la santé, la pédagogie et l'enseignement. Et dans Platine, on a pour vocation et pour objectif de développer et de tester ces outils de pédagogie et de montrer quels outils sont pertinents pour l'enseignement. Donc c'est un panel large qui s'appuie sur deux choses structurelles assez fortes, qui sont l'objectif de l'évaluation et effectivement l'outil numérique. Donc c'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans le hackathon, c'est-à-dire que le corps médical, enfin les médecins, les chirurgiens peuvent générer des opportunités d'innovation, souvent qui sont aussi intégrées dans ce qu'on appelle la recherche clinique et l'innovation. Là aujourd'hui, c'est une visée assez large, c'est-à-dire qu'un soignant, une infirmière, un logisticien de l'hôpital peut d'une certaine façon être intéressé par Platine. Alors l'interview va pas être faite que est pas fait pour les gens des hospices civils de Lyon, mais l'idée c'est aussi de se dire que tout est possible, en tout cas à toutes les dimensions, à tous les étages. Exactement. C'est-à-dire que aujourd'hui la médecine, et c'est probablement la même chose dans plein d'autres domaines, mais la médecine, c'est plus une activité d'un individu. On ne peut pas faire de la médecine tout seul, on ne peut plus faire de la médecine tout seul. C'est un écosystème, c'est plusieurs métiers, c'est quelque chose de pluridisciplinaire. Et les innovations naissent des besoins des gens qui les utilisent. Donc on ne peut pas imaginer une plateforme d'innovation dans laquelle il n'y aurait pas de soignants, dans laquelle il n'y aurait pas
d'industriel dans laquelle il n'y aurait pas un écosystème qui correspond à la médecine d'aujourd'hui. Et effectivement, les propositions et les besoins naissent d'idées des soignants. Et les industriels ont des capacités techniques que nous, soignants, on n'imagine pas. Et si on ne met pas l'un avec l'autre, on marche l'un à côté de l'autre pendant toute la vie. L'objectif de Platine et du hackathon, c'est d'essayer de faire réunir tout le monde pour pouvoir avoir les meilleures idées qui émergent et qui se développent. Donc c'est effectivement, je pense, des soins modernes, innovants. Alors, c'est vrai qu'on a parlé depuis le début de cet échange d'intention, de projets, etc. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques idées, on va dire, de projets qui pourraient, je dirais, être déjà instruits par Platine, sur lequel Platine pourrait s'engager, pour donner un peu de concret, c'est-à-dire que on parle d'organisation, on parle d'évolution de la pratique, etc. Je pense que c'est intéressant qu'on puisse comprendre aussi, sous le couvert de la confidentialité, quels pourraient être ces projets, parce que ça pourrait donner aussi des idées à des entreprises du territoire pour venir interagir avec vous. Effectivement, c'est une question importante. Aujourd'hui, le type de projet qu'on accompagne, c'est le numérique. Et dans ces outils numériques, il y a beaucoup d'outils de télémédecine, par exemple, de télémétrie, de soins et d'évaluation à domicile. Il y a également des outils d'aide à la décision, qu'elle soit médicale ou paramédicale, avec des algorithmes qui peuvent accompagner la décision et la prise de décision et le soin. Il y a également des projets qui sont un petit peu plus pédagogiques, où on teste des nouveaux outils d'enseignement. Pour l'instant, c'est les principaux thèmes abordés pour Platine, mais on ne se restreint pas à ça, on ne se limite pas à ça, et tout outil numérique qui pourrait accompagner le soin peut être évalué et accompagné dans Platine. Malgré que vous soyez chirurgien, c'est pas réservé au bloc opératoire. C'est pas réservé au bloc opératoire, non. Même s'il y a beaucoup de travail dans le bloc opératoire. Alors, c'est pas réservé au bloc opératoire, loin de là. Ce qui fait du bloc opératoire, malgré tout, un des principaux acteurs de Platine, c'est, outre le fait que je sois chirurgien, c'est au bloc opératoire qu'il y a le plus de gestes irrémédiables, entre guillemets. Il ne faut pas rater, quoi. Quand on prescrit un médicament, il ne faut pas se tromper, mais si on s'aperçoit 2-3 jours après la prescription qu'il faut le changer, on peut toujours le changer. Une fois qu'on a fait une chirurgie, c'est difficile de remettre les organes à l'envers. Donc l'aide à la décision, c'est indispensable. La chirurgie, ça génère un coût considérable, et donc plus on est performant, plus on est accompagné, plus on a de chances de bien faire tout de suite. Donc la chirurgie n'est pas le thème unique de Platine, loin de là, mais ce sera encore pour quelques années probablement un des flambeaux de la plateforme, parce que y a besoin d'amélioration rapide et que le numérique peut améliorer rapidement ces soins-là. Et puis comme vous l'expliquiez juste avant, c'est-à-dire que comme Lyon Sud est en pleine évolution, réorganisation, les bâtiments se mettent en place progressivement. Je crois que le programme s'étale jusqu'en 2025. En fait, c'est aussi une opportunité de venir tester et évaluer des nouvelles innovations, dans le but potentiellement aussi de les intégrer dans un nouvel environnement, entre guillemets, plus moderne, du 21e siècle, qui pourrait, je dirais, amener de la valeur ajoutée, de l'impact sur les organisations. Clairement. Enfin, c'est l'objectif de Lyon Sud, de proposer l'hôpital le plus performant et d'utiliser le plus d'outils pertinents pour accompagner les patients. C'est le but de l'hôpital en général. Effectivement, si on arrive à développer des innovations organisationnelles grâce à Platine, on les mettra rapidement en place aux hospices si on peut, et pas qu'à Lyon Sud. Voilà, c'est ça. Je voulais rebondir là-dessus parce que du coup, dans notre discours, on fait le hackathon à la faculté de médecine Lyon Sud. On parle beaucoup de Lyon Sud, mais ce qui est développé au final à travers la collaboration avec Platine, c'est valable pour l'ensemble des sites des hospices civils. C'est valable pour l'ensemble des sites des hospices civils de Lyon, et encore une fois, pas que pour la chirurgie. D'accord. Donc une entreprise qui serait intéressée pour venir collaborer, d'une certaine façon, peut trouver aussi des opportunités d'expérimentation, enfin sous la houlette de Platine, sur d'autres sites sur le territoire de la métropole de Lyon. Ouais, c'est un point important ce que vous soulevez, Gérald. C'est aux hospices, et c'est un intérêt majeur pour les entreprises.
on a tous les soins possibles. Il n'y a pas de soins qui ne soient pas proposés aux hospices. Et venir travailler avec Platine, c'est justement disposer de cette expertise et de cette compétence hyper large des hospices civils de Lyon. Aussi bien dans le soin, mais dans la méthodologie de la recherche, dans l'accompagnement de l'évaluation. Il y a une expertise aux hospices qui n'y a probablement pas partout en France et même dans le monde, qu'on met à disposition de partenaires via Platine, mais pas qu'à Lyon Sud. Donc, si je comprends bien, donc on a un projet, on est une entreprise, on peut même être entre guillemets un laboratoire. Enfin, je veux dire, ça peut être aussi quelqu'un qui dispose on peut être une infirmière libérale, on peut être quelqu'un juste intéressé par le soin ou le numérique. Alors maintenant, ma question, je dirais très concrète, c'est comment on interagit avec Platine. Donc, on fait un petit mail je suppose, à Guillaume Passot. On peut faire un mail à Guillaume Passot, on peut faire un mail, parce que je reste quand même un peu chirurgien et pas aussi disponible que pour Platine que je voudrais, mais on fait un mail à Platine. Il y a une adresse mail qui est hcl.platine, platine-ne2s, @chu-lyon.fr, et il y a toujours quelqu'un qui répond à la demande. Donc on va le mettre, on va le détailler. Je crois qu'il y a aussi une page internet qui va se mettre en place sur les hospices civils de Lyon. Et donc du coup, un interlocuteur qui fait son mail, qui dit voilà, je suis intéressé, etc. Qu'est-ce qui va se passer du coup dans les jours d'après pour pouvoir concrètement, je dirais, rencontrer les équipes. Alors on a une méthode maintenant qui est assez bien rodée. La première étape, c'est de valider le fait que l'outil soit dans le spectre de ce qu'on est capable de faire. Donc on va reprendre contact avec la personne qui nous sollicite pour avoir un tout petit peu plus d'informations sur l'outil. Si on juge que l'outil rentre dans ce qu'on est capable de faire, on passe à une seconde étape qui est l'évaluation de l'outil, avec des paramètres que je vais taire parce que pour l'instant c'est pas bien l'objectif de la discussion, mais qui sont assez qualitatifs et reproductibles, et qui permettent une évaluation assez solide de l'outil, qui en soi est déjà une information pour le porteur du projet. À l'issue de cette évaluation et de cette phase d'évaluation, il y a un comité multidisciplinaire aux hospices qui se met en place pour évaluer la pertinence de l'outil, définir si on est capable de le porter aux hospices et pas que dans Platine, et faire une proposition à l'industriel ou au partenaire sur les attentes de la plateforme sur le développement de l'outil. À l'issue de ça, on retourne discuter avec le porteur du projet, et puis on jalonne ensemble la suite de l'accompagnement. Donc ça se termine d'une certaine façon par une collaboration, donc une contractualisation entre Platine et puis l'industriel ou les industriels, parce que les consortiums pourraient être, je dirais, bienvenus aussi dans cette logique. Clairement, les consortiums sont bienvenus. C'est l'idée d'une plateforme, c'est aussi de pouvoir faire travailler et se rencontrer des gens qui peut-être ne se seraient pas rencontrés autrement, ce qui est aussi probablement l'objectif du hackathon. C'est là où on se retrouve, je pense. Mais oui, il n'y a pas forcément un porteur, un projet. Ça peut être plusieurs porteurs d'un projet. Et une question, je dirais, complémentaire, est-ce que Platine peut, en tant que plateforme installée aux hospices civils de Lyon, générer potentiellement aussi des opportunités de projets? Enfin, vous constatez au quotidien plein de problématiques. On vient progressivement sur les logiques hackathons qui partent du terrain, des problématiques de terrain. Est-ce que alors peut-être dans un deuxième temps, parce que pour le moment c'est l'évaluation qui est vraiment au cœur de l'activité, mais est-ce que dans un deuxième temps on peut imaginer que un peu comme une bourse, Platine permette d'offrir la possibilité à des industriels de répondre à des problématiques qui sont aiguës et qui nécessitent une création, une innovation, etc. On ne s'interdit rien, bien sûr que c'est possible. Et même c'est un des objectifs, une des possibilités, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des gens qui viennent nous solliciter pour travailler avec les hospices sur le développement et l'évaluation de leurs outils. En contrepartie, nous, on a du personnel qui a des problématiques et qui se pose certaines questions et qui a envie d'avancer sur ces questions. Clairement, la plateforme va avoir pour objectif de mettre en relation
ces professionnels et leurs idées avec des industriels qu'on juge, nous, capables de développer l'outil qui ira aux professionnels. Donc oui, c'est une possibilité qui est déjà un peu mise en place. Sous-jacente un petit peu à tous les développements. Alors on va terminer, je dirais un peu traditionnellement ces interviews parce que on est au cœur du hackathon, donc on essaye de voir un petit peu ce que nos interlocuteurs pensent de cette initiative. Donc le hackathon, c'est pas Platine, hein, loin de là. C'est peut-être en amont de Platine. Hein, c'est une façon d'aller chercher. Il y a beaucoup de dénominateurs communs hein, dans le discours. Il y a la pluridisciplinarité. Il y a la capacité aussi à aller chercher des projets, identifier des projets sur le terrain, les travailler en collectif et en participatif avec les usagers. Comment vous percevez du coup le hackathon? Est-ce que c'est un événement un peu exotique ou est-ce que c'est quelque chose qui peut se rentrer dans une espèce de logique? On sait que l'innovation c'est une longue route. Hein. Avant d'arriver à avoir une satisfaction, un impact, c'est souvent une longue route. Donc comment appréhender cet exercice un peu particulier du hackathon dans une logique un petit peu dans la logique de Platine? Est-ce que on pourrait être amené à travailler encore plus C'est plein de questions, ça, Gérald. Le hackathon et cette modalité de brainstorming, c'est indispensable dans la société dans laquelle on vit, dans le monde dans lequel on vit. Encore plus en santé, on n'a pas le temps de se poser, on n'a pas le temps de réfléchir. Les industriels qui développent des projets, c'est pareil, ils ont probablement un peu la tête dans le guidon, comme on dit. Si on ne prend pas un temps ensemble pour réfléchir et proposer des choses ensemble, clairement, la médecine et la santé n'évoluera pas et l'innovation non plus, l'innovation numérique notamment. Donc le hackathon, c'est essentiel, c'est un milieu un petit peu différent de ce qu'on a quotidiennement, c'est un temps qui est dédié à la réflexion. C'est de l'or, entre guillemets. Et pour Platine, c'est très proche de nos préoccupations et de nos objectifs. C'est une des choses qu'on voudra développer et travailler avec soit le hackathon, soit Platine. Donc on pourrait imaginer dans quelques années un espèce de hackathon dédié à Platine, hein, parce que au final, voilà, nous on rêverait. Enfin, on a des exemples de collègues qui font des hackathons in situ dans les services hospitaliers. Ils vont même en fait au contact des soignants pendant un temps. D'ailleurs, ce sera pas le cas chez nous, mais cette année. Mais en fait, on pourra d'une certaine façon aller encore au plus proche des préoccupations. Ouais, c'est sûr. Enfin, nous, quand on a commencé à développer cette plateforme, il y a plein de choses de l'écosystème local de l'innovation que moi, personnellement, je ne maîtrisais pas et j'avais peu de connaissances du hackathon. Néanmoins, je m'étais déjà dit qu'il faudrait qu'on arrive à faire des journées dédiées à la réflexion commune entre les industriels, les gens du numérique, les soignants, pour arriver à faire émerger ces idées. Nous, on n'a pas l'expérience et la connaissance de créer un événement pareil. Vous l'avez. Clairement, si on continue de travailler ensemble, c'est une des voies qu'il faut creuser. Très bien. Merci en tout cas, Guillaume, pour cet échange sur cette initiative. Et on va continuer par nos interviews. Bonjour et dernière interview de l'après-midi avec Marie-Christine Eudes de Groupe Apicil. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Gérald. Voilà, donc on termine cette série, commencée tôt ce matin, avec l'un de nos partenaires fidèles du Hacking Health Lyon, Apicil, le groupe Apicil, originaire de la région. Alors on a la chance d'avoir Marie-Christine Eudes, la directrice de l'innovation. Ça tombe bien,
On est dans le champ de l'innovation et du hackathon. Bienvenue. Alors, on va essayer de passer en revue un certain nombre de sujets en lien avec ta fonction autour de l'innovation. Je sais que tu es toujours très en appétit sur ces sujets-là et toujours. On avait avant Guillaume Passot, Christelle Galvez qui est. Alors je sais pas si c'est un dénominateur commun, mais la curiosité, le fait que très attentive à ce qui peut se passer dans nos environnements, c'est toujours très appréciable, surtout on met beaucoup d'énergie. Mais peut-être avant de rentrer sur le fond des sujets, est-ce que tu peux te présenter, donc, outre le titre, qui est maintenant courant, on va dire, dans les organisations alors industrielles, mais aussi dans le champ des mutuelles et des assureurs, qui est récent au final. On en trouve aussi dans le monde hospitalier. Qu'est-ce que fait une directrice de l'innovation et quel est un petit peu ton parcours ? Alors déjà merci de m'avoir invité à cette mini table ronde, mais en tous les cas c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un parcours un peu atypique puisque alors je vais être peut-être en voie de disparition comme personne, puisque ça fait 43 ans que je suis dans le groupe Apicil. Donc je vais commencer par la petite porte comme on dit, en stagiaire école, et après j'ai fait un peu tous les métiers. Et en fin de compte, c'est cette curiosité qui m'a menée pendant tout le long de ma carrière, puisque je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses à faire, plein d'améliorations à avoir, plein de nouveautés, d'innovations, d'écoute de nos clients, puisque j'ai été surtout attirée par la voie du commercial pour pouvoir conseiller, accompagner nos clients. Et puis pendant toutes ces années, développer aussi, puisque j'ai eu la chance de pouvoir reprendre des études et puis mener des projets d'informatique. Alors rien à voir avec la santé, mais quand même, c'était aussi comment je peux améliorer les processus. Et tout simplement, je dirais, ma connaissance un peu de l'ensemble des métiers ont fait qu'un jour, j'ai dit, mais en fin de compte, quand on entend nos clients, ils nous perçoivent un peu comme un assureur lambda, un peu endormi. Et quand je vois, moi, tout ce qui est fait à l'intérieur, je me suis dit, mais il faut qu'on mette en avant ces innovations, même au sein même du groupe, puisqu'il y a plein de choses que l'on fait pour nos clients, plein de choses que l'on fait en interne. Et j'avais envie qu'on en parle, qu'on en mette en avant ces belles choses qui sont réalisées, que ce soit en interne ou avec des externes. Et la première chose que j'ai fait, parce qu'en effet le poste est récent, 2019, je suis allée voir tout ce qu'on avait fait pendant les années passées et j'ai relevé au moins 40 innovations, que ce soit interne ou externe, et je me suis dit mais il faut qu'on continue, et au contraire il faut développer et aller voir d'autres personnes. Et puis je crois que c'est là qu'on s'est rencontrés en fin de compte. Et j'ai vécu un hackathon de l'extérieur. On n'était pas partenaires encore. J'ai vu un peu comment ça se passait. Et je me suis dit, mais ça c'est génial. Mettre tout le monde autour de la table à un même moment, c'est ce qu'il faut faire. Et en fin de compte, c'est de là qu'on a commencé une aventure, je dirais, et j'ai commencé à regarder ce qu'ils faisaient, aller voir des partenaires, les écouter, voir comment ils travaillaient, voir un peu ce que racontaient nos clients, leurs besoins, et tout naturellement, on s'est lancé un peu dans l'innovation, un peu plus structurée, on va dire ça comme ça. Alors, avant peut-être de passer à une question qui me brûle les lèvres, parce que au final, l'innovation, souvent on dit ceux qui connaissent trop le métier. C'est un peu le cordonnier le plus mal chaussé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a du mal à être vigilant, attentif, apporter de l'innovation dans les nouveaux processus. Comment quel est l'angle d'attaque? Alors tu commences à nous expliquer que c'est en faisant un petit pas de côté, en allant voir dans l'écosystème, mais ça ne doit pas être évident au final quand on connaît bien le métier comme ça. Alors ça peut être un atout ou un inconvénient. Comment gérer ça au final? Alors en effet, c'est un atout parce qu'on devient expert de nos métiers. Naturellement, on apporte de l'expertise, mais à force d'être trop dedans, on dit toujours qu'on a la tête dans le guidon, et on voit plus ce qui se passe à côté. Et de temps en temps, je pense que le directeur innovation dans une entreprise, quelle qu'elle soit, est là pour faciliter cette prise de recul. C'est de dire à un moment donné, faites un stop, regardez ce qui se passe autour de vous, regardez, le monde change. Et malheureusement, le monde change très très vite actuellement. Il y a plein de facteurs externes, les besoins changent, les façons de consommer changent, les façons de vivre
changent. Et aujourd'hui, il faut savoir de temps en temps relever la tête et se dire qu'est-ce qui se passe autour de nous. Et c'est en cela, en fin de compte, que je vois mon rôle au niveau du groupe. Je suis une facilitatrice pour moi, c'est de se dire à un moment donné, hop, regardez, là, il y a une start-up qui a fait un super truc, venez les écouter, venez les voir, et en fin de compte, écoutez les clients, faisons des expérimentations, allons à la rencontre. Et je pense que c'est ça le rôle, en fin de compte, d'un directeur innovation, c'est d'arriver à permettre des temps d'échange, en fin de compte, à des experts, parce que c'est vrai qu'on reste souvent des experts, et de manière à ce que ces experts déjà retrouvent un peu de sens dans leur travail, parce que quand on est trop expert au bout d'un moment, je pense qu'il y a une espèce de fatigue intellectuelle ou fatigue même physique quelquefois de répéter toujours la même chose, et de temps en temps on a envie de s'oxygéner un peu le cerveau et d'aller voir à côté. Oui, parce qu'en plus, pour avoir déjà échangé avec toi sur un certain nombre de sujets, nous, on côtoie des porteurs de projets, des startups, voire des plus grosses entreprises. Ils ont une idée un petit peu simpliste en fait de l'environnement de la mutuelle. Pour caricaturer, ils nous disent toujours à la fin, quand on n'est pas dans le système de l'assurance maladie, c'est la mutuelle, c'est l'assureur qui payera. Voilà, on sort du chapeau toujours. Alors je parle bien sûr pour des entreprises qui sont dans le domaine de la santé. Et c'est vrai que du coup, il faut une médiation. Enfin, c'est plus qu'une médiation, c'est la connaissance des métiers pour se dire qu'à un moment donné, la proposition que je fais de valeur, comment elle va s'intégrer dans votre offre et aussi dans votre modèle économique d'une certaine façon. Je crois que tu as dit un mot qui est très juste, c'est la valeur. En fin de compte, la plupart des startups qu'on rencontre ne savent pas mettre en avant la valeur qu'elles produisent. Et c'est ça aussi que nous, on essaie de faire ressortir. Pour ce faire, on a créé un programme d'accélération où on avait fait un petit appel à porteurs de projets, des startups en tous les cas, qui avaient des innovations, des solutions sur la prévention en santé dans les entreprises. Et on s'est rendu compte, puisqu'on a mené ce programme-là en intégrant des collaborateurs du groupe, puisque moi je suis persuadée que c'est en mixant, je ne vais pas te dire ça à toi, puisque c'est ce que tu fais en ce moment même, donc c'est en mixant les cultures qu'on arrivera vraiment à mieux se comprendre. Parce que quand tu le dis à un moment donné, en effet, moi je me suis rendu compte que quand on vient nous voir avec des projets, on nous dit c'est la mutuelle qui prendra en charge, mais ils ne comprennent pas ce que c'est qu'une mutuelle déjà. Une mutuelle, c'est déjà des entreprises privées, même si on a but non lucratif, mais à un moment donné, on a besoin de rentabilité, on a besoin d'avoir un modèle économique qui tienne la route. Et on ne paye pas comme ça, l'argent ne tombe pas du ciel. Donc à un moment donné, il y a le client au bout qui va payer. Et si moi je ne sais pas démontrer la valeur d'un service à un client, de toute façon, je ne vais pas le proposer. Donc on est vraiment nous rentrés dans cette habitude de se dire maintenant, chaque fois qu'on propose des services, à nos entreprises ou aux individus qui ont des contrats chez nous, on sait qu'on l'a testé et on sait quelle est la valeur produite. Et on sait du coup mieux parler du coût de ce service-là, et du coup on aide aussi les startups à prendre leur envol, à être pérennes et à se développer sur le territoire. Donc c'est vrai que c'est un vrai enjeu, je pense déjà, de mieux se connaître, et puis après c'est de les aider à mettre en avant la valeur, parce que si la valeur produite est là, démontrée, et moi ce que je trouve excellent quand on fait un hackathon, c'est qu'on est en capacité d'expérimenter quelquefois. J'ai vu des beaux projets les années passées où les groupes prenaient leur téléphone, testaient les solutions, demandaient si ça avait un intérêt. Et ça a une vraie valeur parce qu'en fin de compte, avant de se mettre sur le marché, avant d'aller plus loin, de savoir le retour client, je crois que c'est indispensable, et ce qui permet après d'aller encore plus loin parce qu'on a la preuve que ça va marcher et que c'est vraiment la réponse à un besoin. Donc, on a commencé à en parler un petit peu, tu as défloré un petit peu le sujet. Vous avez du coup, vous êtes organisé d'une certaine façon en interne en interne et en externe pour appréhender cette problématique de l'innovation. Donc, il y a plusieurs modules, plusieurs programmes. Vous avez aussi une communauté. On va pas tout dire d'un seul coup, mais on va y passer en revue. Donc le premier programme, ça a été sur la prévention, c'est ça. Donc là, c'est vraiment des startups qui vous ont proposé. En fait, il y a eu un processus de sélection. Nous donner quelques exemples aussi, ça permettra de fixer un petit peu parce que la prévention, là aussi, Alors si la mutuelle, c'est un peu abstrait pour certaines startups, la prévention, c'est aussi un vaste champ. On a vu ce matin avec Georges Kepenekian que
c'est un des gros challenges, mais ça fait de nombreuses années que j'entends que c'est un gros challenge. Mais là, du coup, vous êtes passé à l'action. Tout à fait. Alors, je vais peut-être donner d'abord un mot de la prévention. La prévention, pour nous, c'est hyper important, pour la bonne raison qu'on est un assureur santé, un assureur en prévoyance. Ça veut dire qu'on va payer financièrement des contributions quand la personne est malade, en fin de compte, ou en arrêt de travail. Nous, ce que l'on souhaite, forcément, c'est améliorer l'état de ces personnes, les aider en tous les cas, et surtout aider les entreprises à mieux prendre soin de leurs salariés. Là, on a une vraie conviction, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille dessus, où on pense qu'un salarié heureux, en bonne santé, sera facteur de performance, et donc de performance économique aussi pour l'entreprise. Ça, c'est vraiment, on en est persuadé. On a essayé de le démontrer, notamment avec des chairs. Et du coup, on met un point de vigilance par rapport à la prévention. Après, la prévention, c'est un vaste mot, puisque quand on parle de prévention, on veut parler de ROI. La prévention, ça n'a pas de ROI. En plus, la prévention, tout le monde sait qu'il faut en faire. Faut manger moins on s'en persuade voilà, à longueur de journée. À longueur de journée. Mais personne ne fait rien. Enfin, de toute façon, voilà, qu'on soit... en tout cas, très peu. Ou très peu, ouais, exactement. On attend des fois qu'il y ait vraiment l'aléa pour prendre conscience qu'on aurait dû le faire. Et je suis persuadée que là, l'innovation peut venir au secours de la prévention. Puisque comment arriver à attirer et faire prendre conscience à des personnes comme quoi elles doivent faire ces préventions, peut-être manger mieux, faire plus d'exercice, qu'en leur proposant quelque chose de très innovant. Et en fin de compte, ils viennent plus par curiosité, et de fait, après, on leur met un peu le doigt dans l'engrenage, et d'eux-mêmes, du coup, ils se rendent compte que ça va mieux. Alors, pour illustrer ça, je vais parler du premier programme que l'on avait fait. C'était le programme Apicil Prévention Santé by Hachette, où on avait fait un petit appel à projet pour trouver des solutions innovantes sur les RPS, les risques psychosociaux, pardon, oui, il faut décoder. Et les troubles musculo-squelettiques en entreprise. Alors je dis bien en entreprise, parce qu'on trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions innovantes sur ces sujets-là, et du coup les entreprises ne savaient pas trop comment traiter le sujet, ou c'était des sujets qui étaient un peu banalisés. Et on a eu la chance d'avoir des startups qui ont répondu à cet appel à projet. Et parmi, par exemple, ces startups, une qui me tient un peu à cœur, je suis la marraine, donc forcément je vais en parler, c'est Capsys Robotics, un robot masseur de détente. Alors franchement, quand on a dit ça, tout le monde nous a dit, mais qu'est-ce que... Ils nous prennent un peu pour des fous. C'est quoi un robot qui vient masser dans une entreprise? Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Et en fin de compte, pendant 12 mois, on a travaillé avec Carole et on a dit, pour démontrer la valeur apportée, on va l'expérimenter, ce robot. Et on avait plein de partis pris. On se disait, oui, qui c'est qui va aller voir un robot? C'est peut-être des gens qui sont assis toute la journée. Et puis, en fin de compte, c'est l'expérimentation qui nous a permis de dire, non. Des gens qui sont en train de porter des fûts toute la journée, eux aussi, ils apprécient de prendre 10 minutes de leur temps pour avoir un massage de détente, simplement en toute, on va dire, sécurisé, je dirais un peu isolé. Et en plus, moi, ce qui m'a plu dans ce robot, c'est qu'il est inclusif. Quelle que soit ta taille, ton poids, qui tu es, il y a plein de personnes qui nous ont dit jamais elles auraient osé aller dans une entreprise de massage, dans une société de massage ou autre, parce qu'elles avaient des complexes et autres. Et donc voilà, et ce côté un peu curieux, en fin de compte, on l'a vécu même à la clinique du parc où il a été testé. Donc un personnel complètement différent, un personnel soignant, et chaque fois on a eu un taux de satisfaction énorme. Et dans les verbatims qui sont là, c'est de dire que les gens ils prennent conscience que quand ils consacrent 10 minutes de temps pour eux, ils vont mieux, ils sont un peu moins stressés, ils sont un peu moins de tension, et en fin de compte c'est comme ça qu'on peut faire prendre en considération que la prévention, c'est ça en fin de compte, ni plus ni moins, c'est prendre soin de soi pour être mieux après. Donc voilà des exemples par rapport à ce type de programme. Un autre type de programme qui est très en lien avec le hackathon, c'est on a souhaité être un peu un pré-incubateur. On a la chance d'être dans un groupe de protection sociale. On investit en général à peu près 15 à 16 millions par an sur du mécénat social.
Et dans le cas du mécénat social, on s'est dit, bah voilà, il y a des initiatives sur le territoire qui sont hyper intéressantes, comme le hackathon, et on s'était donné comme projet de porter un thématique. D'ailleurs, l'année dernière, c'était sur la prévention des seniors en fin de carrière. L'année d'avant, c'était sur la santé mentale. Et on s'est dit, ben, une fois que ces projets commencent à maturer, à sortir un peu de terre, eh ben, ça vaut peut-être le coup d'aller les accompagner un peu plus loin pour se dire, bah, tiens, on peut se donner une chance de trouver des choses un peu innovantes, parce qu'en fin de compte, il est issu des vrais besoins des clients. Et du coup, c'est les opiciles. Et ces opiciles-là, en fin de compte, on va essayer de les continuer. Hein. On en a deuxième. Alors malheureusement, le Covid est venu perturber les calendriers. Mais voilà, ça fait partie de ce type de programme que l'on fait. Voilà, c'est vrai que du coup on a collaboré, je dirais 2 années sur, je dirais une espèce d'articulation qui a plutôt bien fonctionné, puisque la première année, il y a encore des projets qui sont en cours là, d'expérimentation et voire de développement. Et nous, c'était extrêmement intéressant, puisque en fait on est souvent au début de l'histoire, l'aventure du hackathon, on essaye d'aller chercher des projets sur le terrain, et c'est pas facile souvent parce que avec toutes les problématiques de se dire est-ce que je suis vraiment face à une vraie problématique avec une vraie solution derrière. Et donc du coup on a essayé en effet de synchroniser. Donc si je résume, il y a deux projets, enfin deux programmes d'une certaine façon, un qui est consacré aux startups, un autre qui est plus consacré aux programmes émergents, et puis qui permettent aujourd'hui de vous approprier d'une certaine façon aussi cet environnement de l'innovation qui, comme on l'a dit, quelquefois est très mouvant. Hein. Il y a plein de gens qui ont plein d'idées. L'idée derrière, c'est aussi de les concrétiser. Et donc ça constitue les deux premières briques. Je crois qu'il y en a encore une troisième dans le dispositif. Alors en effet, du coup, chaque fois qu'on a fait ces 2 premières briques, on est allé chercher nos collaborateurs. On a ouvert les portes de cet externe qui est en pleine effervescence à nos collaborateurs. Donc on a créé une petite communauté, tu en as parlé tout à l'heure, les app innovateurs, des gens qui sont un peu intéressés, qui ont envie de nous suivre, et on les questionne chaque fois qu'on peut. Par exemple, quand on doit sélectionner des startups, quand on doit participer à des projets, et on leur propose d'être parrain ou marraine de ces startups. Et puis à force, on va dire petit à petit, l'oiseau fait son nid, hein, les idées germent. Et par exemple, 2 coachs qui étaient présents à l'hackathon l'année dernière, aujourd'hui elles sont co-intrapreneuses. Puisque du coup on s'est dit, mais les idées, elles émergent de la base, je dirais, mais pourquoi pas de nos collaborateurs. Et on a eu la chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais en tous les cas, pendant la période du Covid, on a mené notre plan stratégique. Et ce qui fait que tout le monde est un peu en télétravail. Eh bien, j'ai animé comme ça des plans qui ont permis de faire émerger des idées. On a fait un espèce de mini hackathon à distance. Ces idées-là, qui sont aujourd'hui des sujets un peu de diversification du groupe, très en lien avec la prévention santé, très en lien avec l'accompagnement de nos clients, eh bien, des collaborateurs se sont portés un peu volontaires, nous ont poussé à se dire mais pourquoi pas nous? Et du coup, on a un projet intrapreneurial. Et ce projet intrapreneurial, en plus, est parrainé par les startups qu'on avait accompagnées. Donc, on va retrouver Capsis, hein, Carole, qui a accepté, Akanema, qu'on avait accompagné dans un opicile. Voilà, on a comme ça. Du coup, on garde ce côté collectif, côté mélange, et du coup, on croit beaucoup à l'intrapreneuriat. On avait déjà de l'intrapreneuriat où les gens créaient leur propre entreprise, mais on va dire un petit peu plus en mode solo. Et là, on a vraiment voulu jouer sur le collectif et pouvoir travailler. Donc, c'est vrai que c'est dommage que le calendrier n'ait pas pu jouer cette année, mais voilà, aujourd'hui, on leur demande de faire ce que font. Alors, elles sont un petit peu plus en avance puisqu'on avait commencé un petit peu plus tôt, mais voilà, elles vont expérimenter. Hein. Elles ont joué le hackathon un peu de la même manière, puisqu'en fin de compte, ce qui est intéressant, c'est les méthodes. Je pense que les méthodes qui sont appliquées au hackathon aujourd'hui sont les vraies méthodes, c'est-à-dire que c'est d'abord l'échange, la compréhension du besoin, la compréhension de ce qu'il faut apporter, la conception, le test, avant tout, avant d'aller développer. Parce que des fois, on voit des sommes importantes qui sont investies dans de l'innovation, et quand à la fin, en fin de compte, ça ne convient pas au marché. Je pense que ce côté-là, aujourd'hui, c'est ce que c'est, en tous les cas, nous apporter le hackathon, ce côté se lancer, tester,
avant d'aller encore un peu plus loin. Ouais, puis comme disait Christelle Galvez juste avant, c'est faire des maquettes en carton. C'est vrai qu'avant de lancer des grands programmes, tu as évoqué des programmes informatiques, on en connaît tous, qui se sont développés. Alors bien sûr qu'il faut à un moment donné amener la technologie, mais sur ce qu'on a encore redit hier soir, hein, c'est cette capacité à maqueter, se tromper. Vouloir casser sa maquette peut-être à la fin du week-end. Et puis, voilà, je pense que toi, tu le perçois maintenant avec le lien que tu as avec les différents innovateurs, hein, qu'ils soient bébés innovateurs ou start-up, des gens qui restent un peu campés sur leur solution et qui, malheureusement, n'arrivent pas à pivoter parce qu'ils sont tellement arc-boutés que la difficulté derrière... On peut le comprendre, hein. Enfin, ils ont lancé un projet, ils ont investi, etc. C'est pas obligatoirement pour s'entendre dire que ça va pas fonctionner. Mais autant, c'est un petit peu ce que dit Luc Serrois, c'est autant se tromper rapidement, autant essayer de réajuster le tir et de trouver peut-être son marché. L'exemple que tu as cité de Capsys est intéressant. Je pense qu'ils ont sans doute d'autres perspectives. Est-ce que du coup, dans cet environnement-là, sans révéler des grands secrets, quels sont les autres sujets qui vous animent ? Aujourd'hui, on a plein de sujets. Hein. Au niveau du groupe, on a la chance d'avoir plein d'entités, je dirais. Et on en a un qui nous anime tout particulièrement, qui est en lien directement avec l'assurance, c'est les parcours. J'entendais Christelle qui en parlait tout à l'heure. C'est vrai qu'aujourd'hui... quand on parle souvent santé, on parle opération, chirurgie, une maladie. Mais je pense qu'il y a un avant, c'est la prévention, il y a un après. Et souvent, on le néglige. Nous, on le voit beaucoup au travers des entreprises. On parle de retour à l'emploi, souvent. On ne traite pas un retour à l'emploi de la même manière quand on sort d'une phase difficile d'un cancer ou d'une simple grippe. Mais ça reste quand même un accompagnement à avoir. On est persuadé qu'il y a de nouveaux modèles à inventer. Puisque c'est vrai que quand on a un patient qui s'inscrit beaucoup plus dans un parcours où on peut l'aider, je pense qu'il a plus de chances de s'en sortir déjà. Du coup, ça peut faire aussi des économies pour la société. Hein. Elle-même, elle le disait tout à l'heure, et à tous les niveaux. Et je pense qu'au niveau assurantiel, on pourra aussi avoir une façon différente d'accompagner cette partie-là, en intégrant du coup toute cette partie prévention. Donc ça reste des grands principes qu'on regarde. Donc ce qui fait que on est toujours très intéressé quand on voit des projets qui sont en train de sortir, voire de les accompagner, pourquoi pas. Donc on a ces projets-là. On en a d'autres, on en a un qui est un peu plus historique, qui est le monde du handicap aussi. Ça reste quand même un vrai sujet. On parle d'inclusion dans le groupe. C'est notre sujet parce que c'est aujourd'hui, même si on parle du handicap, mais le handicap reste le handicap à côté. Pour nous, il me semble qu'il faut qu'on soit modèle et qu'on va chercher à essayer de rendre nos entreprises aussi modèles dans ce principe d'inclure tout le monde, mais pas que les handicapés, je dirais, parce qu'en fin de compte, ça c'est un point hyper important. La société est composite et c'est bien la valeur et la richesse de ce composite et avec lequel on peut avancer. Donc, on essaye aussi systématiquement d'avoir cette valeur-là dans les startups qu'on accompagne, en leur posant la bonne question. Est-ce que vous avez pensé aussi à inclure tout le monde? Est-ce que votre solution va convenir à tous? Ou alors il faut le dire tout de suite, mais voilà, ça c'est des sujets importants. Puis l'environnement, hein, ça je pense que ça fait partie des sujets du groupe. Donc on a vraiment 3 piliers, je pense, l'inclusion, l'environnement et puis toute la partie aléa et comment on peut améliorer cet aléa. Donc on a la chance aussi d'avoir une fondation. J'allais y venir aussi, parce que la dynamique est à tous les étages de la fusée. Et on a cette fondation, la fondation Apicil, qui est quand même une fondation reconnue d'utilité publique, hein, et qui lutte contre la douleur. Et depuis de nombreuses années. Hein. Depuis l'origine. Ils ont un programme exactement d'appel à projet, voilà, et de trouver des solutions innovantes justement sur la lutte contre la douleur. Et notamment, on a pu expérimenter, on a pu même former des hôpitaux, des soignants sur. Ça y est, j'ai perdu
je cherche l'hypnose, voilà, notamment. On a un projet qui est un peu sur le sujet. Voilà, et ça, c'est des vrais sujets, notamment vis-à-vis des enfants aussi. Comment accompagner des enfants pour éviter d'avoir une médicamentation trop importante. Donc voilà, il y a des projets très innovants. Des fois, c'est pas grand-chose. Ça peut être une échelle de la douleur, c'est des trucs tout bêtes, mais de pouvoir accompagner et créer la bonne échelle qui va bien pour que le patient puisse s'exprimer. Voilà, mais je pense que au travers de cette fondation aussi, on fait aussi de l'innovation. Et ça, c'est intéressant puisque vraiment, c'est une thématique sur la douleur, mais c'est vraiment comment accompagner les porteurs de projets en fin de compte. Puis on travaille aussi, on collabore beaucoup avec le territoire. Christelle le disait tout à l'heure, avec le Centre Léon Bérard, on a aussi des actions, on accompagne aussi beaucoup dans des expérimentations que l'on peut aussi financer, comme on fait beaucoup de mécénat social, donc c'est aussi dans notre ADN de pouvoir accompagner. C'est vrai que vous êtes très présent sur le territoire au contact des soignants. Juste sur la fondation, alors c'est un appel à projet ou c'est au fil de l'eau sur la question de la douleur? Ils font systématiquement des appels à projets. Après, en fonction des porteurs, ils peuvent leur demander, mais en général, on travaille par campagne d'appel à projet avec une thématique, de manière à ce qu'on puisse avoir aussi, on a une commission qui est composée de médecins et de professeurs qui peuvent sélectionner quand même certains projets, puisque il y a quand même une petite dotation qui permet aussi d'accompagner financièrement les porteurs de projets. Une autre question, on a vu arriver depuis quelques années ce qu'on peut appeler les thérapies digitales. Donc avec Ludocare, etc. Comment vous voyez ces choses-là? Enfin, pour le moment, ça reste une prise en charge qui est un petit peu à la demande, on va dire. Comment vous voyez ces innovations arriver dans le paysage? Alors c'est vrai qu'on a eu la chance de rencontrer Ludocare parce que il se trouve que dans le groupe Avicil, on a la chance d'avoir une mutuelle qui avait intégré la prise en charge d'accompagnement technique et thérapique, et on s'est aperçu que c'est une vraie utilité. C'est vraiment quelque chose qui est indispensable, je dirais, cette reconnaissance aussi. Donc là, on les suit, puisque il y a aussi la possibilité pour ces startups, je pense que c'est là aussi qu'on pourrait les accompagner, de pouvoir être reconnus comme étant du matériel. Alors, on appelle ça du petit matériel ou du gros matériel dans les nomenclatures de la sécurité sociale, et nous, ça nous permettrait de pouvoir compléter. Mais en parallèle, ça ne nous empêche pas de nous adapter pour pouvoir prendre en charge ce type de matériel qui est très utile, puisque pour pas les citer, Ludocare, c'est le petit... Robot de show. Le petit robot qui va permettre d'accompagner des personnes, surtout les enfants naturellement, mais surtout que les enfants qui sont chez les grands-parents. Alors moi je m'en sens d'autant plus concernée que j'ai mon petit-fils qui a un traitement, et quelquefois je me sens fort dépourvue quand la maman est pas là et que je sais plus. Et c'est vrai que ce petit robot-là, ça permet en fin de compte de suivre la médicamentation pour voir si elle a bien été prise à bonne heure et tout. Et je trouve ça super sympa, et les enfants adorent. Et c'est vrai que c'est toujours très compliqué. Ça fait toujours mal au cœur quand on voit nos petits qui sont avec plein de médicaments à prendre. Et c'est vrai que c'est ce côté un peu ludique, comme son nom l'indique, qui a été super sympa. Et comme on veut quand même apporter, nous, des compléments mutualistes à des personnes qui sont fragiles. C'est vraiment, ça fait partie de nos sujets, et handicapés aussi. On essaye de prendre en charge, mais typiquement, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on revoie et qu'on accompagne dans nos contrats. Faire de l'ingénierie financière et économique pour pouvoir arriver à métaboliser tant soit peu les innovations. Parce que c'est technologique, mais c'est aussi en effet organisationnel, dans le sens où faciliter l'éducation thérapeutique des enfants sur un traitement comme traitement pour l'asthme, etc. On est aussi sur cette dimension qui était évoquée précédemment par Christelle Galvez sur des traitements bien plus lourds, mais
mais qui nécessite aussi que, je dirais, on environne un petit peu, comme si on prenait un terme financier, la technologie au plus proche des patients, quoi. Et c'est vrai que là, c'est aussi pour vous, sans doute aussi, étant donné que vous adressez une large population et que vous devez aussi respecter, entre guillemets, différents fournisseurs, potentiellement, un challenge pour vous que la droite passe par tous les points, comme on dit, en tout cas, tout à fait. que vous puissiez avancer sereinement sur des sujets comme ça. C'est tout à fait le sujet. C'est-à-dire que quand on met en place dans un contrat, alors je ne vais pas faire comment marche un contrat de santé, mais en tous les cas, on ne dit pas, voilà, je vais donner un complément sur Ludocare. Ça se fait pas. Donc il faut qu'on trouve déjà la bonne terminologie, de savoir qu'est-ce que c'est exactement. Est-ce que c'est un matériel qui va permettre la médicamentation, la prise en charge. Donc on essaie de définir avec des mots très génériques, en fin de compte, les solutions. Et puis forcément, après, on va essayer d'aller voir aussi ce qui se passe sur l'environnement, on va dire l'écosystème, puisqu'il ne faut pas non plus qu'on fasse la promotion d'appareillage qui ne servirait à rien. Donc il faut aussi qu'on essaie de trouver comment on peut définir et comment on peut pas dire labelliser, mais en tous les cas être sûr que le résultat est bien là. Donc ça on le fait. On parle aussi de la médecine douce souvent, hein, c'est toujours très compliqué, mais il faut pas non plus se fermer les yeux dessus. On sait que ça existe, au contraire. Là on a un entrepreneur d'ailleurs qui est en train de développer une plateforme pour la médecine douce, pour essayer de guider des clients qui souhaitent avoir on va dire un conseil sur ces sujets-là. Donc voilà, il y a plein de choses aujourd'hui, puis on le voit, hein, même en innovation, que ce soit pour la prise médicamenteuse. On parle peut-être aussi des fois le portage de tout simplement des médicaments, hein, toutes les personnes qui vivent chez elles. Voilà, comment on pourrait prendre en charge ou pas ça. Donc aujourd'hui, voilà, on est sollicité. Il y a plein de solutions qui existent, en plus des solutions super sympa, des gens qui font en plus en vélo, et on se dit comment on peut faire pour promouvoir ça en essayant d'intégrer ça aussi, pourquoi pas, dans nos systèmes d'assurance, au lieu que ce soit à la charge que du client, que du patient, ou que de la mutuelle qui prendra en charge, et encore une fois, avec un coût qui est répercuté. Donc voilà, on a beaucoup de réflexions sur ces sujets, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont en train d'émerger. Hein. On le voit d'ailleurs quand il y a l'hackathon, il y a des idées qui sont formidables, hein, on se dit, mais comment on pourrait faire pour aller plus loin encore, pour les accompagner, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont vraiment qui permettraient en tous les cas de mieux suivre les traitements. Parce que ça, c'est un vrai sujet aussi, hein, parce qu'encore une fois, on le disait, il y a l'avant, il y a les opérations, il y a l'après, et on le voit aussi que les personnes qui ne sont pas suivies après les hospitalisations, souvent, ont un taux de rechute beaucoup plus important que les personnes qui sont suivies, que l'on peut accompagner, qu'on peut apporter des solutions, que ce soit des solutions pour la rééducation, mais pourquoi pas aussi, nous on y croit, à travailler autrement, c'est-à-dire comment on peut aider des entreprises à permettre à des gens de se réinsérer plus facilement dans la vie quotidienne. Parce que souvent, on voit des fragilités psychologiques, ces personnes qui sont complètement isolées, qui n'ont plus de lien social, et qui rechutent, je dirais, pratiquement à 100% quand elles sont vraiment... qu'elles se sentent un peu rejetées. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Ça encore. fourmille, j'ai l'impression, chez Apicil, en tout cas dans la tête de la directrice de l'innovation du groupe. Merci Marie-Christine. Du coup, on va te retrouver demain parce que c'est le coup de cœur du jury. Hein. Ça tombe bien d'une certaine façon parce que le thème du hackathon cette année est multiple et je pense qu'il y aura des super projets. En tout cas, on est très content de vous avoir à nos côtés depuis déjà 3-4 ans, voire plus. Et puis, on va essayer du coup de synchroniser pour l'année prochaine, hein, parce que avec malheureusement avec la pandémie Covid, on a été obligé de différer encore une fois cette édition. Mais on te remercie et puis demain on se retrouve pour le jury. Voilà. Bien sûr. Puis merci à toi et puis hâte de voir les beaux résultats. Voilà. Merci. À demain. Merci. Et donc on termine notre série d'interviews à la journée. On se retrouve demain.
Alors pas en live, il faut maintenant, on a imposé le présentiel parce que quand on met les deux, souvent on a des surprises, mais on vous rejoint. Enfin, faudrait nous rejoindre demain après-midi. J'en bafouille, c'est la fin de la journée. Donc à partir de 15h, on va avoir donc les pitchs des projets finaux. Et on vous donne rendez-vous donc demain ou alors l'année prochaine pour le hackathon 7e édition. Au revoir. Au revoir.